Bonjour à tous, bienvenue à ce corrigé de l'épreuve d'analyse de texte comparé 2017 de Tremplin 2. Vous connaissez l'esprit de l'épreuve, on vous donne une dizaine de textes qu'il faut ensuite synthétiser, analyser, synthétiser, et à partir desquels il faut faire un compte-rendu sous forme de dissertation à partir d'un titre problématisé. La difficulté est assez grande puisque on ne vous donne ni la thématique ni le sujet. Mais bon, si on regarde un petit peu les différents documents, les titres et sous-titres, on se rend assez vite compte que ça va tourner autour du voyage, du tourisme et de la mondialisation du voyage et du tourisme. Bon. Alors si on prend le texte dans l'ordre, si on commence par les textes numéro 1, vous voyez le texte de Montaigne, les essais. Donc là, vous pouvez vous dire que ça va être un texte classique et profond, pas forcément évident d'accès. Montaigne, dans ce texte, fait la promotion du voyage. Il dit que le voyage, c'est une chose formidable, ça éveille les sens, ça forge l'âme, ça éveille le caractère, ça exerce le corps. L'âme, il y a une continuelle excitation à remarquer des choses inconnues et nouvelles. Le corps n'est ni oisif ni travaillé. Le voyage, comme ça, c'est la variété, la diversité, l'ouverture. Donc ça, c'est une excellente chose. Je ne cherche aucune ligne certaine, ni droite, ni courbe. Le voyage, c'est aussi la surprise. Et derrière, évidemment, il y a la notion d'aventure. Donc, dans un premier temps, ce texte, Montaigne nous tresse les louanges de ce qu'est le voyage à ses yeux. Mais, dans une seconde partie, à partir de « J'ai honte de voir nos hommes enivrés de cette sotte humeur, de s'effaroucher des formes contraires aux leurs ». Là, ici, Montaigne critique le conformisme, voire l'égocentrisme de ses contemporains, qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de chauvin ou d'étriqué, de fermé d'esprit, qui refusent en fait l'altérité, qui refusent, même lorsqu'ils sont à l'étranger, même lorsqu'ils sont ailleurs, de se comporter autrement que comme des Français. Il voyage, nous cite Montaigne, couvert et resserré d'une prudence taciturne et incommunicable, se défendant de la contagion d'un air inconnu. Ils sont incapables de s'ouvrir à tout ce qui n'est pas français, à tout ce qui est du ressort de l'altérité. Ils trouvent que tout ce qui n'est pas français est barbare. Un petit peu comme ces touristes qui arrivent dans un pays étranger, se comportent en français, ne veulent que parler français, ne veulent rester qu'entre français, ne veulent manger qu'à la française et ne vivre qu'à la française. Effectivement, à ce tarif-là, quel besoin d'aller à l'étranger. On dit bien vrai, un honnête homme, c'est un homme mêlé. Montaigne fait un petit peu le parallèle à la fin de ce texte entre les courtisans et les voyageurs. Un authentique courtisan ne se sent à l'aise, proprement à l'aise, que dès l'instant où il est à la cour du roi. Dès l'instant où il sort de la cour du roi, il est comme un poisson hors de l'eau. Mais un touriste, entre guillemets, un voyageur, parce que le terme touriste n'existe pas, c'est un terme du 19e siècle, un voyageur pour Montaigne se retrouve souvent dans la même situation que le courtisan. Il se sent mal à l'aise, il se sent hors de chez lui, il n'a plus ses repères, et il refuse d'en adopter d'autres. Alors que, évidemment, selon le relativisme sceptique de Montaigne, finalement, les étrangers ne valent pas mieux que nous et nous ne valons pas mieux que les étrangers. C'est juste une histoire de mœurs et de cultures différentes à laquelle il faut s'adapter. Bien. Ça, c'est ce texte 1. Prenons le texte 2. Le texte 2 est un texte à la fois économique et environnemental. Il met en avant les bienfaits du tourisme durable. Avantage pour les secteurs, pour les acteurs du secteur, peut-être, peut-être pas. On se rend compte, selon les enquêtes d'opinion, que les touristes ne sont que très moyennement intéressés par
L'écotourisme. Même si c'est une niche en plein essor, il n'en reste pas moins que ça reste une niche, donc un tout petit marché. Le tourisme durable est-il un tourisme d'avenir ? C'est possible, et l'article le laisse entendre. Mais ce n'est pas encore sûr du tout. On note quand même dans les études d'opinion des hauts niveaux de préoccupation pour l'environnement et la société dans les destinations où le problème risque de nuire directement au bien-être du touriste. Propreté de l'eau, sécurité, bon. Un intérêt majeur, par ailleurs, pour les sites naturels, les parcs naturels, se développe pendant les vacances. Le nombre important de touristes qui se disent soucieux de l'impact de leur voyage sur l'environnement ne cesse de croître. La volonté également même de payer plus pour soutenir l'environnement et les communautés au niveau local. Mais il n'en reste pas moins que les vrais facteurs décisionnels dans la tête des touristes, c'est bien évidemment le coût du voyage. Combien ça va coûter, quel va être l'argent mis en place. Bon. L'expérience et les enquêtes auprès des touristes semblent indiquer que la perception de l'attrait global d'une destination, donc ce qui importe, c'est le climat, la praticabilité, la qualité des infrastructures et le prix. Ça compte beaucoup plus que les préoccupations environnementales. Donc retenez bien, destination, climat, praticabilité, qualité des infrastructures et prix continu. Les préoccupations environnementales comptent, mais elles ne comptent qu'à la marge. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Après, évidemment, c'est au pouvoir public et à la volonté politique de jouer leur rôle et de faire en sorte que le climat, la destination, la praticabilité, les infrastructures et les prix rejoignent le tourisme vert, le tourisme éco-responsable. Dans le texte 3, on voit que l'idée principale est la suivante. L'idée principale, c'est que c'est le shopping qui attire le plus les touristes plutôt que le culturel. On s'en est rendu compte sur ces 10 dernières années. Les touristes qui viennent en France, ils viennent à 60% pour faire du shopping, plutôt que pour visiter le Louvre, Versailles, la Tour Eiffel et même Notre-Dame. Ce sont les boutiques qui, aujourd'hui, deviennent le principal centre d'attraction des masses touristiques qui viennent en France, mais pas qu'en France, aussi en Angleterre, aussi en Espagne, aussi en Allemagne. Ainsi, la mairie de Paris est devenue totalement décomplexée par rapport à ça et met en avant, justement, c'est d'ailleurs par hasard, si dans les zones touristiques internationales, grâce à la loi Macron, les boutiques sont ouvertes 7 jours sur 7, 365 jours par an, pour pouvoir permettre aux touristes de faire les emplettes tranquillement. Par ailleurs, évidemment, notre capitale jouit de 15 000 cafés, hôtels et restaurants et près de 5 900 boutiques de prêt-à-porter, d'où le titre du programme de la mairie de Paris, Shopping by Paris. C'est vraiment l'idée. Je reviens sur ce chiffre très important à mettre dans la synthèse finale. 60% des touristes qui ont visité notre pays ont évoqué le shopping en motivation principale. L'Hexagone demeure la première destination mondiale, avec plus de 80 millions de touristes en France. Mais il n'occupe que la 3e place en termes de recettes générées par les touristes, après les États-Unis et l'Espagne. Le but, en gros, c'est que ces 80 millions de touristes dépensent plus par tête qu'ils ne le font en Espagne et aux États-Unis. Texte 4. Texte 4 est un texte assez profond, c'est un texte d'entretien avec Marin Ziri, qui est un écrivain et un critique littéraire, et le Figaro Vox. Tourisme pour tous, comment la modernité a tué le voyage.
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'origine, le tourisme est un mot qui a été inventé en Angleterre au XIXe siècle. Avant, on parlait exclusivement de voyage et d'expérience de voyage. On était un homme que dès l'instant on avait fait son premier voyage, son premier tour d'Europe, qui durait 2 à 3 ans, et durant lequel on allait surtout en Italie, qui était le foyer de la culture antique et classique, un petit peu en Grèce également, et à Paris, qui était la ville des Lumières et la ville du savoir-vivre. Il s'agissait de voir, durant ces moments-là, si les principes que nous avait inculqués en tant que jeunes aristocrates étaient proprement universels. C'était l'occasion de mettre en confrontation la théorie et la pratique. Et à la fin de ce voyage, quand vous avez vu du pays, quand vous avez vu d'autres cultures, quand vous avez été dans d'autres environnements, quand vous avez pu confronter votre éducation au monde, vous étiez considéré comme étant un homme. Au XIXe siècle, tout change. Avec les révolutions industrielles, avec l'explosion de la richesse, le bourgeois, et ça a toujours été le cas, cherche à imiter l'aristocrate. Sauf qu'évidemment, le bourgeois du XIXe siècle ne cherche pas à faire un parcours initiatique qui fera de lui un homme avec un H majuscule, mais cherche uniquement à dire « j'y étais ». J'y étais, phrase que l'on retrouve tout au long du tourisme du XXe siècle et du début du XXIe siècle, surtout avec les réseaux sociaux. Les racines intellectuelles du tourisme, qui étaient propres au XVIIe et au XVIIIe siècle, s'estompent peu à peu. On veut connaître le monde uniquement pour l'avoir connu. On veut avoir été dans le monde uniquement pour y avoir été, preuve à l'appui, photographie à l'appui, lettre à l'appui. Là où l'homme du XVIIIe siècle voyageait pour parachever son éducation, parachever son âme, pour se former, pour développer son intelligence, à partir du XIXe siècle, le voyage devient une affaire de statut social. On cherche simplement, aujourd'hui, on dirait au XXe siècle, à s'éclater, à changer d'air, à changer de la routine quotidienne. Le monde est ennuyeux, on cherche à le remplacer par le dépaysement et la fête. C'est ça qui est devenu vraiment banal. D'où ce que dit notre auteur, il faudrait rebanaliser le monde et débénaliser la fête. Mais bon, nous n'y sommes pas encore. On voit qu'aujourd'hui, avec le tourisme de masse, le tourisme est devenu une affaire, pour une très très large part, commerciale, marketing, organisée, chiffrée, rentable. Presque plus rien n'est ouvert à la curiosité. Puisqu'on sait d'avance ce qu'on va voir, et d'ailleurs, ça tombe bien, c'est justement ça qu'on veut voir. Nous sommes préparés, prédéterminés à voir en direct ce qu'on a vu dans nos guides de voyage. Ce qui est en totale contradiction avec ce qui était prévu dans les voyages originaux des XVIIe et XVIIIe siècles. On ne peut plus avoir un regard vierge, nous dit l'auteur, spontané, ouvert sur les œuvres. Pourquoi ? Tout simplement parce que lorsqu'on fait ça, on est renvoyé à son manque de culture initiale. L'aristocrate du XVIIIe, lorsqu'il observe une œuvre, il sait à quoi il a affaire. Le touriste moyen du XXe siècle, il n'a pas accès à ça. Il a juste besoin d'une fiche explicative. Le monde même le plus exotique, lorsque vous allez au bout du monde, en Afrique, en Polynésie, en Asie, en Amérique du Sud, tout est fait pour que les choses soient balisées, soient accessibles, rapides et facilement compréhensibles.
Donc évidemment, on a une perte de sens. Et la fête permanente, se substitue à la banalité. Banalité de la vie du quotidien, fête pour pouvoir s'en échapper. Le voyage contemporain est devenu une des formes les plus classiques du divertissement pascalien, qui consiste à faire tout ce qu'il est possible de faire pour nous détourner du spectacle de notre propre néant, de notre propre misère, de notre propre infinitude. On va chercher ailleurs ce qu'on ne trouve plus en soi-même. On cherche à être hors de soi plutôt que de s'accomplir. D'où évidemment, et ce qui revient souvent, le forme de mépris social de l'aristocrate pour le bourgeois et du bourgeois pour le prolétaire. Puisque l'aristocrate, lui, voyage pour des raisons nobles, qu'on a citées précédemment, quête de soi, accomplissement de soi, devenir un véritable homme, parachever son intelligence. Le bourgeois, lui, il va uniquement pour dire qu'il y était et pour en parler à ses amis. Et le prolétaire, il va uniquement pour s'éclater. Texte 5. Le texte 5 est un texte illustratif qui montre à quel point les grandes villes européennes, à commencer par Berlin et Barcelone, n'en peuvent plus des hordes de touristes qui se comportent n'importe comment, qui sont dans des excès d'ébriété pas possibles, qui font du bruit, qui dégradent le mobilier urbain, qui vomissent dans les caniveaux, qui rendent les Airbnb dans des états pas possibles. Par ailleurs, autre inconvénient, cette masse de touristes qui arrive en permanence, mécaniquement fait augmenter les prix de l'immobilier, et la hausse des loyers fait que beaucoup d'habitants locaux n'ont même plus les moyens d'habiter là où ils habitaient avant. Autre grand problème, toujours dans cette série de soucis, la ville de Venise. La ville de Venise repose sur une topographie extrêmement fragile, ce qui fait que les hordes de touristes, les bateaux permanents, l'eau finissent par clairement endommager les soubassements de construction de la ville, ce qui fait que des mesures ont été prises pour que des paquebots de plus de 960 000 tonnes, 96 000 tonnes, soient interdits dans la lagune pour que les vagues qu'ils génèrent ne viennent pas trop endommager la ville. On perd en chiffres, mais on gagne en stabilité. Le texte 6 est un texte assez facile, puisque c'est un texte qui ne fait que regrouper le panorama touristique des grandes villes. On voit que la France, 83,7 millions de touristes, 84 avec les Outre-mer, est toujours le pays le plus visité au monde. On voit un bond de la consommation des Asiatiques, de la venue des Asiatiques, plus 16%. Le marché américain aussi, plus 5,5%. Le marché européen, moins 0,7%. Ce qui est un peu inquiétant, puisqu'évidemment, les autres Européens, de par leur proximité, sont les premiers consommateurs de tourisme en France. On a mis en place un certain nombre de mesures, notamment plus de 60% de visas accordés en 2014 en Chine, en Afrique du Sud et en Inde et dans les pays du Golfe, pour que les étrangers puissent venir plus facilement. On fait la promotion de l'offre touristique. On met en place des marques de territoire pour fédérer tous les acteurs d'un territoire et d'une destination française autour d'une stratégie commune de promotion. La gastronomie et l'œnologie sont mises à l'honneur, puisque plus d'un tiers des touristes y viennent uniquement pour ça. Mesures de simplification administrative.
adopté par les ordonnances le 27 mars dernier. L'objectif, clairement, de la France, c'est 100 millions de touristes d'ici à 2020. Le texte 7 est un texte qui parle de luxe. Le luxe, cette chose si nécessaire, hein, disait Voltaire. Superflu, cette chose si nécessaire. Le luxe, c'est un élément, évidemment, phare qui fait venir les touristes. Les touristes viennent en partie, évidemment, pour la beauté des monuments, pour le luxe de l'esthétisme des bâtiments, mais aussi pour le luxe des boutiques. La démocratisation du tourisme a quand même du bon, puisque chaque année dans le monde, à peu près 1 milliard de personnes voyagent chaque année pour leur plaisir et profitent des grands chefs-d'œuvre qui, jusque-là, n'étaient accessibles qu'aux plus fortunés d'entre nous tous. Le luxe change de visage. Aujourd'hui, un grand nombre d'œuvres, un grand nombre de bâtiments qui avant n'étaient accessibles qu'à une petite élite, sont accessibles à tous. Mais on revient aussi à une autre conception du luxe et on se rend compte que le vrai luxe contemporain, c'est le temps, l'espace, le silence, la simplicité. Le luxe artificiel détruit la nature, le luxe naturel a contrairement à l'embellir. Le texte 8 est un texte de focus sur l'île d'Ibiza. On pense que d'ici à 2020, entre 1 milliard et 1,5 milliard de touristes viendront par an. L'île d'Ibiza est une économie qui repose totalement sur la fête, l'industrialisation de la fête, sur la consommation massive de drogue, de produits stupéfiants, qui n'ont pas officiellement autorisés par les autorités, mais tout du moins largement tolérés. C'est un endroit d'excès. La fête est là H24. Vous pouvez totalement vous oublier, si vous le souhaitez. C'est l'hédonisme le plus abouti, le plaisir le plus total, le dépaysement le plus total. Et d'ailleurs, le nom des boîtes de nuit d'Ibiza rappelle l'amnésia, l'Éden, le pacha, le paradis terrénal, le privilège, un autre monde entre Adam et paradis. Il y a quelque chose, si vous voulez, à Ibiza, nous dit l'auteur, de l'amnésie du plaisir. On va à Ibiza, on dépense beaucoup d'argent, on commet beaucoup d'excès, mais c'est comme si c'était une parenthèse enchantée, un parc d'attractions gigantesques pour adultes. Voilà, donc là c'est à peu près l'analyse de tous nos documents. Si vous regardez le corrigé, la mondialisation du tourisme, formidable audit de croissance sociale et économique, est-il en passe de détruire l'âme du voyage? On a vu ce que c'était que l'âme du voyage au début du texte, notamment avec Montaigne, et notamment avec Monsieur de Méry, et on se rend compte qu'évidemment, le tourisme de masse, c'est un formidable outil de croissance. On l'a vu normalement avec les chiffres, avec le luxe, et avec le nombre de touristes, mais est-ce que le prix à payer, ce serait pas justement de perdre l'âme du voyage? La question reste en suspens, vous devez vous en douter. À l'origine, le voyage, c'est la découverte, l'initiation, l'altérité, l'introspection. Aujourd'hui, c'est le conformisme, balisé, prévu, pour les masses, ou, dans le pire des cas, l'oubli dans le consumérisme type Ibiza. Certes, le voyage est démocratisé, certes, il nous apporte beaucoup d'avantages, mais attention également à l'environnement, qui est très 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 grandement impacté par le tourisme. Si ma mémoire est bonne, le tourisme, c'est la 3e industrie qui détruit le plus l'environnement, après l'automobile, les énergies et le luxe, les cosmétiques. On peut changer les choses, mais il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard. Voilà, vous trouverez ce corrigé à la fin de cette vidéo.
Je vous remercie beaucoup de votre attention.